Bonjour à tous, bienvenue dans Rencontre. Les indicateurs économiques chinois du premier semestre 2019 viennent d'être rendus publics. Quelles sont les grandes tendances de la croissance économique en Chine? Nous en discutons tout de suite avec nos invités. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir sur notre plateau M. Ding Yifan, chercheur au Centre de recherche sur le développement du Conseil des affaires d'État. Bonjour. Bonjour. D'après les nouveaux chiffres publiés par le Bureau national des statistiques, le taux de croissance du PIB chinois pour le premier semestre 2019 s'établit à 6,3%. Comment faut-il expliquer, interpréter ce chiffre? En fait, à l'échelle internationale, 6,3%, c'est déjà un chiffre assez important. Parce que la croissance mondiale étant modérée ou très limitée, le 6,3% représente une nouvelle part de la croissance assez importante dans le monde, ce qui représente à peu près un tiers de la nouvelle croissance mondiale. C'est déjà beaucoup. Mais consécutivement, il y a tout de même une tendance de ralentissement, parce que au premier semestre, le taux de croissance était de 6,4%, et tandis que le deuxième semestre, on a vu un ralentissement sensible. Le taux de croissance est ramené jusqu'à 6,2%, donc ce qui fait qu'en moyenne, nous avons eu un taux de croissance de 6,3%. Je pense que, en dépit du ralentissement de la croissance, la tendance de la croissance est assez soutenue et atteint un peu l'expectation ou l'espérance du gouvernement chinois, parce que c'est dans l'échéance de prévision de la croissance. Parce que selon le plan quinquennal, sur le 13e plan quinquennal, le taux de croissance doit se situer entre 6 et 6,5%. Donc 6,3%, c'est très bien. Et pensez-vous que cette baisse, on dirait, va continuer dans le second semestre? Cela dépend, parce qu'il y a toujours cette tendance lourde de ralentissement de la croissance, mais le gouvernement a pris aussi des mesures pour essayer de contrebalancer cet effet glissière, cet effet de ralentissement. Donc, dans la seconde moitié de l'année, il pourrait y avoir une accélération de l'investissement dans les infrastructures, par exemple. Il y a une tendance de l'accélération de l'investissement dans les infrastructures. Mais il y a aussi un léger rebondissement de l'investissement dans ce qu'on appelle dans des secteurs de manufacture de très haute qualité, c'est-à-dire des technologies de pointe, etc. Il y a visiblement une accélération de l'investissement dans ces secteurs. Donc cela pourrait contribuer aussi au rebond de la croissance dans la seconde moitié de l'année. Si on regarde les statistiques détaillées du 6 premiers mois de l'année, quels sont les secteurs qui se portent le mieux? D'abord, le service. Pour la première fois, la contribution des services à la croissance a atteint 60%. 60%, c'est énorme. Donc, le service a eu une croissance de plus de 8%. Et donc, comme le secteur des services est résilient, donc résiste bien au choc extérieur, donc même en dépit du ralentissement de la croissance mondiale, cette augmentation de consommation pourrait soutenir la croissance chinoise d'une certaine manière. Donc tout cela est accompagné d'une croissance de la revenu national brut. Si on regarde par exemple la croissance du revenu national brut, cela augmente un peu plus rapidement que le taux de PIB. Donc c'est un très bon signe, parce que ça montre que finalement la consommation chinoise est basée sur une demande croissante, et que la population chinoise, étant plus riche, elle se permet d'augmenter un peu plus la consommation, de consommer un peu plus.
Et justement, vous avez dit que le revenu brut par habitant a dépassé, augmenté un peu plus rapidement que le PIB. PIB. Oui. Est-ce que c'est-à-dire que la Chine a réussi à éviter le piège de dette? Le piège dette, c'est autre chose. Le piège dette, c'est parce que on dit que finalement, si on regarde, ce n'est pas la Chine, c'était endetté fortement depuis la dernière crise. Tout le monde, l'économie mondiale s'est fortement endettée depuis la dernière crise. Les pays en développement plus que les pays émergents, dont la Chine fait partie. Donc, il faudrait reconnaître que tous les pays ont, à un moment donné, recouru au plan de relance. Donc, avec de l'argent public, donc emprunté bien sûr, pour stimuler la croissance, pour assurer l'emploi, etc., etc. Tout cela contribue au maintien de la stabilité et de la croissance dans le monde. Mais bien sûr, le prix à payer, c'est l'augmentation des dettes publiques en particulier. Et c'est aussi le cas en Chine, parce que si on regarde le niveau d'endettement du gouvernement central, du gouvernement national, c'est encore dans les limites normales. Mais si on regarde un peu le niveau d'endettement des autorités locales, surtout des gouvernements provinciaux, etc., il y a un peu de souci à se faire, parce que c'est pour ça que le gouvernement central impose des limites à l'augmentation des dettes ou des moyens d'endettement, parce que en fait les gouvernements provinciaux ont des moyens pour s'endetter et là, heureusement, selon la constitution chinoise, ces gouvernements provinciaux ne sont pas habilités à s'endetter continuellement, non. Cette fois-ci, c'est pour faire face aux conséquences néfastes de la crise financière de 2008 que le gouvernement central a autorisé les gouvernements provinciaux à s'endetter. C'est une exception. Donc c'est pour cela que la taille de la dette publique en Chine est contrôlable et sous contrôle du gouvernement central. Au mois de juin, le volume total des ventes de biens de consommation au premier trimestre a augmenté de 10%, la plus forte augmentation depuis 16 mois. Est-ce que c'est-à-dire que la consommation est devenue le moteur de l'économie, de la croissance économique chinoise? En fait, oui, parce que la contribution de consommation représente 60%. Donc, la grosse part de la croissance, de la nouvelle croissance, est réalisée par l'augmentation de la consommation. Et dans la consommation, si on regarde en détail la consommation, eh bien, ce qu'on appelle la consommation de services. Non pas l'achat de nouveaux appareils, etc., mais la consommation de services représente plus que la moitié. Cela montre que finalement, les Chinois consomment de plus en plus de services modernes de toutes sortes. Et ça aussi, c'est un très bon signe parce que ça montre que finalement, ce genre de croissance est basé sur une offre abondante. On voit aussi une augmentation croissante de la vente des automobiles. Là aussi, parce que nous avons relevé le standard, le niveau de la protection de l'environnement, etc. Donc, les véhicules, les anciens véhicules qui ne répondent pas aux critères, aux nouveaux critères, doit être changé. Donc, il y a un changement de voiture plus économe, plus techniquement plus avancé, etc. Donc, cela contribue aussi à l'amélioration de l'air, par exemple. Cela contribuerait à l'amélioration de l'environnement. En même temps, cela stimule aussi la consommation des véhicules de nouvelle génération. Les investissements en capital fixe de la Chine ont connu une croissance de 5,8% durant le premier semestre 2019, dont les investissements dans les industries high-tech ont augmenté plus rapidement. Et d'après les statistiques publiées par le ministère du Commerce,
plus de 20 000 entreprises se sont établies en Chine durant cette période, avec plus de 478 milliards de RMB d'investissements réels. Tous ces chiffres montrent que la Chine possède un fort taux d'attraction pour les capitaux étrangers. Nous recevons maintenant un invité en direct WeChat, Monsieur Florent Mangin, associé directeur chez Adamas Investment. Bonjour. Lors de la publication des statistiques, vous êtes attentif auxquelles statistiques en particulier? Laissez-moi dire tout d'abord que les statistiques qui sont sorties sont plutôt favorables, satisfaisantes pour la croissance chinoise et montrent sa résilience. Et là, je partage très largement ce qui a été dit. Ce qui est intéressant, c'est d'abord de regarder comment le modèle de croissance chinoise se rééquilibre en faveur de la consommation. Donc, de ce point de vue-là, il y a un indicateur qui est très intéressant, qui est les ventes de détail, qui ont été dynamiques au mois de juin, avec plus 9,8%, et qui montre effectivement que la demande intérieure chinoise et les consommateurs prennent le relais de manière efficace pour tirer la croissance de la Chine. Et ça montre aussi que la Chine réussit à faire évoluer son modèle de croissance, et c'est donc un facteur qui est favorable sur le moyen long terme également. Donc je crois que cet indicateur-là est vraiment un indicateur clé pour comprendre aujourd'hui les transformations de l'économie chinoise. Après, à plus court terme, il y a un autre indicateur qui est intéressant, ou plusieurs autres indicateurs qui montrent aujourd'hui la capacité de la Chine à traverser les difficultés qu'on peut qualifier de conjoncturelles. Bon, il y a d'abord le fait qu'en effet, il y a aussi une résilience de l'investissement, et en particulier de la production manufacturière dans le secteur privé. Ce qui est intéressant, c'est de vérifier en réalité que les petites et moyennes entreprises, aujourd'hui, réussissent à bénéficier des mesures qui ont été décidées par le gouvernement récemment pour soutenir la croissance. Et je pense en particulier aux mesures qui ont été décidées en début d'année, qui sont à la fois des mesures fiscales, il y a un grand paquet fiscal qui a été adopté par le gouvernement, mais également les encouragements qui ont été formulés à l'adresse des banques chinoises pour mieux financer les entreprises et les PME chinoises. Et quand on voit que effectivement l'investissement se porte bien et que le secteur privé se porte bien également, ça montre que ces mesures sont efficaces et permettent de soutenir aujourd'hui la croissance chinoise. Voilà. Je crois que ce sont les indicateurs intéressants à regarder aujourd'hui pour constater la santé de l'économie chinoise. Et selon vous, actuellement, quels sont les secteurs de l'économie chinoise les plus en vue auprès des investisseurs? Alors, vous en avez mentionné certains, comme les hautes technologies. Bon, tout d'abord, quand même, l'économie chinoise est une économie immense. C'est, comme ça a été dit, aujourd'hui le plus grand marché de consommation au monde, mais c'est aujourd'hui quasiment la première économie mondiale quand on regarde selon les mesures que l'on utilise. Donc c'est aussi une économie qui est très largement diversifiée, et si vous voulez, quel que soit le secteur, finalement, en Chine, il y a un marché qui est incontournable. Cela dit, aujourd'hui, il y a quand même, c'est vrai, des secteurs qui ont un regain d'attractivité. Je crois qu'un des mouvements les plus intéressants, c'est de voir qu'aujourd'hui, les investisseurs étrangers investissent en Chine, non plus seulement pour produire, non plus seulement pour trouver un marché, mais aussi pour innover. Et qu'effectivement, il y a des nouveaux modèles qui ont été créés, inventés ici en Chine, et qui sont source d'inspiration, ou qui peuvent être source d'inspiration pour les entreprises étrangères. Et je crois en particulier que tout ce qui est trait, par exemple, à la fintech, à la finance, ou à l'intelligence artificielle, fait l'objet de beaucoup d'attention de la part des investisseurs étrangers. Après, il y a également des domaines qui sont assez soutenus par des facteurs très puissants de long terme. Je pense au secteur de la santé, par exemple, dans lequel certains investisseurs étrangers ont investi davantage ces derniers mois, parce que le domaine de la santé, c'est un marché qui est immense et qui grandit à mesure des évolutions démographiques de la Chine,
qui est aussi favorisé par des mesures du gouvernement qui permettent des entrées sur le marché des produits de santé plus rapides. Et donc, ça fait de ce secteur un des secteurs les plus attrayants aujourd'hui pour les investisseurs étrangers. Il y a d'autres secteurs que je pourrais mentionner, comme celui de la logistique, où aujourd'hui la Chine est à la fois une puissance de plus en plus innovante, mais également de plus en plus centrale, compte tenu de sa place dans les échanges internationaux, et qui donc fait de ce secteur un des secteurs extrêmement attractifs pour les groupes étrangers. Et géographiquement, quelles sont les régions qui attirent le plus les investissements? Alors, on a aussi la Chine est un pays immense. Bon, traditionnellement, il y a quand même les points, les lieux les plus importants pour les investisseurs étrangers sont quand même soit les lieux les plus près des marchés de consommation, donc les grands pôles urbains que sont Pékin, Shanghai, dans le sud de Canton, Shenzhen. Très clairement, il y aura toujours un très fort attrait de ces régions pour les investisseurs. Après, pour les investisseurs qui cherchent également à produire, il y a beaucoup de régions en Chine qui sont extrêmement attractives pour créer des usines ou renforcer la présence dans les usines. Et là, on voit que c'est devenu extrêmement divers. En fait, si vous voulez, là, je pense que la tendance est plutôt à la diversification. Aujourd'hui, ces investissements étaient assez concentrés vers des régions qui soient bénéficier plus que d'autres de politiques comment dire, avec des avantages pour les investisseurs étrangers. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de régions en Chine, en particulier dans le centre de la Chine ou dans l'ouest de la Chine, qui sont en mesure d'attirer des capitaux étrangers. Donc je dirais que en fait, la tendance est celle-là, c'est plutôt la tendance à la plus grande diversification des options pour les entreprises étrangères qui veulent s'implanter en Chine. Et comment analysez-vous le climat actuel de l'investissement en Chine? Alors, le climat, bon, il y a à la fois, comment dire, il y a la perception et il y a la réalité. Aujourd'hui, la perception est, il est vrai, un peu brouillée par le contexte de guerre commerciale qui crée de l'incertitude. Donc, à court terme, c'est vrai que l'incertitude, c'est jamais très bon pour les investissements parce que pour investir, on a besoin de pouvoir voir sur le long terme. Et même s'il y a eu des progrès récemment quant au dialogue entre la Chine et les États-Unis, comme cela a été dit, ces progrès, aujourd'hui, ce n'est pas non plus un gage de résultat. Donc, pour la perception, aujourd'hui, souffre, je pense, un peu de cette guerre commerciale, mais c'est le cas pour l'ensemble d'un pays à travers le monde. Après, il y a la réalité, et quand on regarde la réalité, je crois que le gouvernement chinois a fait beaucoup d'efforts et que ça a produit des résultats ces derniers mois, ces dernières années, pour créer un environnement plus favorable aux entreprises de manière générale, aux entreprises étrangères en particulier. Quand on regarde le dernier classement de la Banque mondiale, qui a été publié il y a quelques mois, la Chine a fait un bond en avant assez impressionnant dans les classements de l'environnement des affaires. Elle fait partie aujourd'hui des 50 pays les plus attractifs, alors que l'an dernier, elle était seulement 78e. Et je crois que c'est notamment le fait que le gouvernement a essayé de simplifier et d'améliorer la vie des entreprises. C'est vrai, par exemple, pour ce qui est des créations d'entreprises. Aujourd'hui, en Chine, il est très facile de créer son entreprise. Ça prend que 9 jours, alors qu'il y a peu de temps, ça prenait plus d'une vingtaine de jours. Et ça, c'est grâce à des mesures de simplification, comme la formule 5 licences en une, ou comme la réforme une fenêtre, un formulaire, qui ont permis de raccourcir considérablement les délais pour créer son entreprise. Donc voilà, il y a un certain nombre de mesures qui ont été prises par le gouvernement qui permettent de faciliter la création d'entreprise et donc d'améliorer l'environnement des affaires. On voit d'autres progrès qui ont été accomplis dans des domaines qui étaient source d'inquiétude ou d'interrogation de la part des investisseurs chinois et dans laquelle la Chine a fait des progrès importants, que ce soit dans le domaine de la protection de la propriété ou dans celui de la protection des investisseurs minoritaires. Donc on voit très clairement que le gouvernement a pris les choses en main de manière très sérieuse. Et finalement, pour les investisseurs étrangers, la réforme importante de ces derniers mois, c'est c'est la loi sur les investissements étrangers, qui a été donc adoptée il y a quelques semaines maintenant, et qui garantit en droit
que les entreprises étrangères bénéficieraient d'un traitement équitable par rapport aux entreprises domestiques. Donc, en réalité, il n'y aurait pas de différence de traitement. Et voilà, cette réforme montre bien que le gouvernement souhaite et fait tout ce qu'il peut pour créer un environnement équitable et favorable aux investissements étrangers. Et je pense que le message a été assez largement reçu. Merci pour vos éclaircissements. Nous retrouvons maintenant M. Ding Yifan sur notre plateau. 6,3%, c'est-à-dire que l'économie chinoise poursuit un développement stable. Est-ce que c'est une tendance de courte ou de longue durée, selon vous? À regarder les statistiques de plusieurs années, je pense que c'est une tendance à long terme. Donc, ce n'est pas parce que nous avons utilisé le plan de relance pour soutenir la croissance, parce que d'ailleurs, si on regarde la politique monétaire, politique fiscale du gouvernement, la politique est assez stable. On n'a pas utilisé des grands moyens, disons. On n'a pas utilisé de grands moyens pour promouvoir la croissance. Finalement, nous avons sélectionné quelques points, quelques secteurs pour, disons, relâcher un peu plus de liquidité, pour faciliter le crédit dans ces domaines-là. Ce n'est pas un assouplissement général de la politique monétaire, c'est seulement un octroi plus généreux dans certains secteurs pour stimuler le développement de ces secteurs. Et ce sont des secteurs de pointe, c'est-à-dire ce sont des secteurs qui nécessitent un investissement plus intensif, donc de capital intensif, mais ce sont des secteurs de technologie très avancée qui pourraient baser un meilleur avenir de développement. Alors que le contexte mondial est relativement agité, la Chine n'a pas eu de grand impact sur le développement de son économie stable. Selon vous, quels sont les facteurs qui expliquent cette stabilité de la croissance économique chinoise? D'abord la taille de son économie, d'abord la taille de son ennemi, parce qu'il est inimaginable d'avoir un marché aussi large que celui de la Chine. La Chine est en train de devenir le plus grand marché de consommation dans le monde. Donc ça assure la durabilité de la croissance. Puis il y a la complexité de son système industriel. Là aussi, le système industriel chinois est, d'après les études des Nations Unies, le plus complet du monde. Ce qui permet à la Chine d'assumer la production dans tous les domaines. Ce qui assume une certaine compétitivité de l'économie chinoise. C'est pour cela qu'en dépit du ralentissement de la croissance mondiale, par exemple, la Chine reste toujours le premier récipient de l'investissement étranger direct. C'est-à-dire que la Chine reçoit beaucoup d'investissements de l'extérieur de Chine dans le secteur de technologie avancée, dans le secteur de manufacture de haute qualité, dans le secteur de technologie avancée. Pendant les 6 premières années de l'année, nous avons reçu bien sûr des investissements de beaucoup de pays, en particulier de la Corée du Sud et de l'Allemagne. La Corée du Sud et l'Allemagne ont eu des entreprises en provenance de l'Allemagne et de la Corée du Sud ont eu une augmentation d'investissement, en termes d'investissement, une augmentation de 40 à 60%. Beaucoup. Donc, ces entreprises étrangères restent très optimistes à l'égard de la croissance chinoise, à l'égard du marché chinois. C'est pour ça que ça attire des investisseurs. Il y a donc une certaine marge d'investissement sur le marché chinois. Et puis, comme la manufacture chinoise est en train de grimper les échelons pour arriver à un stade supérieur de la production, donc il y a de plus en plus de capitaux qui affluent vers la Chine et des entreprises chinoises commencent à investir aussi davantage dans ces secteurs-là. Alors, quelles sont les pressions qui vont s'exercer sur le deuxième semestre de l'année 2019?
de la moitié, vous voulez dire. Sur la deuxième moitié de l'année, en fait, il pourrait y avoir, cela dépend, parce que visiblement, l'économie mondiale ne va pas très bien. Et en plus, il y a, avec le gouvernement actuel, le gouvernement américain actuel, qui veut continuer à faire la guerre commerciale avec tout le monde, cela a forcément des impacts sur la croissance mondiale. Et la Chine étant un partenaire important du commerce international, la Chine serait affectée, quelle que soit la volonté du gouvernement chinois, l'économie chinoise serait affectée par ce genre de circonstances particulières. Donc, à regarder, par exemple, les chiffres, les statistiques du commerce extérieur, il y a tout de même un peu d'inquiétude vis-à-vis du marché américain, alors que le marché américain était notre marché principal de l'exportation. Et ça aussi, ça peut avoir des impacts négatifs sur la croissance chinoise. La bonne nouvelle, c'est que, en fait, l'exportation chinoise augmente vis-à-vis d'autres partenaires. L'exportation chinoise augmente davantage avec l'Union européenne. Nous avons exporté un peu plus aux pays de l'ASEAN. L'ASEAN est devenu notre second partenaire commercial, donc ça aussi, on exporte beaucoup plus. Et surtout, avec les initiatives du renouvellement des routes de la soie. Et donc ces pays, le long des routes de la soie, ont reçu beaucoup d'investissements chinois et ont augmenté leurs échanges commerciaux avec la Chine. L'exportation chinoise vers ces pays-là augmente aussi très rapidement. Tout cela, ce sont des facteurs encourageants, positifs pour la croissance de la seconde moitié de l'année. Mais il y a aussi, à l'intérieur de la Chine, comme nous avons sélectionné des points de développement, on peut espérer raisonnablement que dans la seconde moitié de l'année, l'investissement va continuer dans ces secteurs-là et qui pourrait soutenir la croissance, donc en dépit de la pression du ralentissement. Et en fait, après le sommet du G20 à Osaka, les États-Unis et la Chine ont décidé de reprendre le dialogue. On voit une amélioration des relations sino-américaines. Est-ce que cette amélioration peut effectuer un rebond de l'économie dans la seconde moitié de l'année? J'en suis pas certain. Parce que pour le moment, rien n'est moins sûr que la négociation ou le résultat de la négociation. Oui, après l'annonce de la nouvelle de la reprise de négociation, il y a une réponse plutôt positive du marché financier. À la fois du marché financier de New York, aux États-Unis, et le marché financier chinois, que ce soit à Shanghai ou à Shenzhen, il y a un léger rebond des actions, etc. Mais cela dépend parce que la négociation, ça dépend de la bonne volonté de deux parties. Et visiblement, de la partie du gouvernement Trump, du gouvernement américain, ils ne sont pas prêts à complètement arriver à un accord, je pense. Dans le rapport 2019 de travail et de gouvernement, les objectifs annuels de croissance du PIB étaient compris entre 6 et 6,5%, comme ce dont vous avez parlé tout à l'heure. Pensez-vous que ces objectifs pourront être atteints? Oh, sans problème, puisque nous allons arriver à 6,3%, même si dans la deuxième moitié, le ralentissement continue. On pourrait avoir raisonnablement un objectif de croissance de 6%, sans problème. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Voilà, c'est la fin de cette édition. À la prochaine.